Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spécialement consacrée à l'évaluation et au décryptage à mi-parcours de l'action gouvernementale à travers cette grande interview du Premier ministre chef du gouvernement. Dès sa nomination le 12 mai 2021, Anatole Collinet Makosso a symbolisé l'espoir d'un grand changement dans le pays. Un espoir entériné un mois plus tard, le 21 juin 2021, par la présentation au Parlement du programme d'action du gouvernement étalé sur 12 batailles. Ce qui a marqué l'engagement du Premier ministre à entreprendre des réformes profondes dans le sillage du projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ensemble, poursuivons la marche, un projet largement plébiscité par les Congolais par un suffrage conséquent en mars 2021. Gouvernement Collinet Makosso, quel bilan 2 ans après avoir dévoilé son programme d'action pour le Congo durant ce quinquennat? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cet entretien avec le Premier ministre chef du gouvernement. Ainsi, j'ai le plaisir d'être avec Albert Myonzukuta, directeur de publication de la Semaine africaine, et Mekson Foukou Makaya, chroniqueur économique. Monsieur le Premier ministre, nous sommes en tout cas honorés de partager ce moment avec vous. Cet entretien portera sur les 12 batailles de votre gouvernement que nous allons décortiquer une à une, partant de la santé à la gouvernance. Monsieur le Premier ministre, vous avez pris des engagements à votre entrée en fonction. Les Congolais ont cru en vous. Où en êtes-vous aujourd'hui? Pour commencer, je passe la parole à Albert Myonzukuta, qui a l'honneur d'ouvrir cet échange. Albert, c'est à vous. C'est un grand honneur, en effet, Monsieur le Premier ministre, d'ouvrir cette conversation au cours de laquelle peut-être les Congolais vont vous découvrir encore mieux et davantage. De votre propre parole, de votre propre bouche, nous aimerions savoir ce qu'il en est de votre action à la tête du gouvernement. Mais la première bataille, vous avez cru bon vouloir la situer dans le domaine de la santé. Pas de prospérité pour le Congo sans Congolais en bonne santé. Vous-même, vous êtes Premier ministre, mais aussi Congolais. Ma première question, Monsieur le Premier ministre, comment vous portez-vous? Très bien, merci beaucoup. Cela dit, l'ambition affichée aussi bien par le président de la République dans son programme Ensemble, donc poursuivons la marche, que dans les 12 batailles que vous avez déclinées pour nous, c'est de voir le domaine de la santé, donc refléter à la fois les préoccupations des Congolais et y répondre de manière efficace. Or, on a le sentiment que le Congolais lambda continue à ne voir rien de nouveau s'afficher dans le domaine de la santé, bien que le nombre d'établissements hospitaliers est presque doublé. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Où est le frein, Monsieur le Premier ministre? Pourquoi est-ce que le CHU, par exemple, ne rassure toujours pas? Merci beaucoup, Madame, Messieurs les journalistes. C'est moi plutôt qui vous remercie d'avoir trouvé du temps pour venir nous interroger sur la mise en œuvre des batailles que nous avons annoncées devant les députés à l'Assemblée nationale. Et justement, les 12 batailles, comme les Congolais se plaisent à les rappeler, sont bien l'objet de la mise en œuvre du projet de société du président de la République, lequel projet de société a été traduit en plan national de développement. Alors, s'il faut s'en tenir au terme générique des 12 batailles, j'ai besoin de façon tout à fait pédagogique vous rappeler que les 12 batailles comportent des engagements. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais les Congolais n'ont pas l'habitude, je me pose la question si réellement ils ont lu ce programme d'action du gouvernement, ils parlent des 12 batailles sans en connaître parfois le contenu. Alors, parlons de la santé, qui est la première bataille. Il y avait 7 engagements que le Premier ministre avait pris dans la mise en œuvre de cette bataille, justement. Il y avait 7 engagements. Nous étions en période Covid. Le premier engagement du Premier ministre était d'élargir la couverture vaccinale. Créer les conditions pour que les Congolais se fassent vacciner pour endiguer la maladie. Le deuxième engagement, c'était sensibiliser les populations. Et nous avons voulu engager tout le monde dans ce travail de sensibilisation, en commençant par les députés qui étaient devant nous. Le troisième engagement, c'est améliorer le plateau technique pour permettre la prise en charge immédiate
des malades et, bien entendu, améliorer l'offre de soins. Le quatrième engagement, c'est dans le sillage de ce qu'avait dit le président de Denis Sassou Nguesso, le président de la République dans son projet de société, achever et opérationnaliser les 2 hôpitaux généraux de Djiri et de Patra. Le 5e engagement, c'était poursuivre l'achèvement des travaux des autres hôpitaux généraux en faisant l'effort d'en construire au moins 2 par année. Le 6e engagement, c'était promouvoir la réforme hospitalière. Et le 7e engagement, c'était permettre à tous les Congolais d'avoir accès aux soins au travers de l'assurance maladie. Un problème, lorsqu'il n'est pas bien posé, il ne pourra pas trouver de solution. Il faut donc qu'on interroge le Premier ministre de quelle manière il a exécuté ses engagements. Le premier engagement, oui, la couverture vaccinale. Un grand travail a été fait. Nous avons créé pratiquement 146 centres de vaccination dans une période aussi difficile. Mais comme il fallait rapprocher la vaccination des populations qui étaient hésitantes, il fallait renforcer les centres de vaccination par des unités mobiles. Près de 17 unités mobiles avaient été mises en chantier pour permettre au personnel de santé de se rapprocher des populations et assurer la couverture vaccinale. La sensibilisation, et s'agissant des vaccins, on a tout fait pour que les Congolais ne manquent pas de vaccins, même lorsqu'il est boudé, parce que nous nous connaissons. Si on n'avait pas rendu disponibles les vaccins, les Congolais, combien même ils ne voulaient pas se faire vacciner, auraient dit, il n'y a pas de vaccin, le gouvernement ne fait rien. Près de 3 732 000 doses de vaccins avaient été rendues disponibles pour ôter tout prétexte de manque de couverture vaccinale. Et il a fallu, dans le cadre du 2e engagement, la sensibilisation, mettre en place des relais communautaires. Près de 2647 relais communautaires ont été mis en place, y compris des équipes mobiles pour sensibiliser les populations. On a responsabilisé toutes les administrations. Vous-même d'ailleurs, au niveau de vos organes, on a mis en place des équipes au niveau des ministères, au niveau des entreprises, pour sensibiliser les populations sur la situation du Covid et la nécessité pour eux d'aller se faire vacciner, de se protéger, de respecter les mesures barrières. Alors, l'amélioration du plateau technique. Comme on le disait dans le programme d'action du gouvernement devant l'Assemblée, la crise sanitaire à Covid-19 a révélé à l'ensemble des États la précarité du système de santé. À l'ensemble des États, y compris même les États qu'on croyait être en avance. Nous avons tous paniqué. Et le Congo n'a pas fait exception de cela. C'est pour cette raison que nous avons renforcé le plateau technique médical, par exemple au CHU, par exemple à Léono, par exemple dans les hôpitaux de Luandili, à Pointe-Noire, à Cissé, à Pointe-Noire, là où il y avait le véritable épicentre de la maladie, et y compris même l'hôpital de Filou. Il a fallu renforcer ces hôpitaux de systèmes sanitaires d'urgence, notamment, par exemple, les lits de réanimation, le système de réanimation et de soins intensifs. Il a fallu renforcer ces hôpitaux de tout ce système, et c'est ce qui a été fait. Ce qui a facilité la prise en charge systématique des cas les plus difficiles et a permis de réduire le taux de mortalité. Et bien entendu, très vite, il fallait rendre opérationnels les 2 hôpitaux généraux de Djiri et de Patra. Ils ont été rendus opérationnels, inaugurés par le président de la République et qui ont servi donc comme de relais pour la prise en charge médicale des patients en véritable détresse parce qu'à ce niveau, il y avait quand même déjà un plateau technique plus performant au CHU. Mais entre-temps, s'agissant du CHU, on a accéléré la mise en œuvre de conventions de prêt que nous avions avec la B2AC et l'accord qu'on avait avec l'AFD pour
non seulement améliorer le plateau technique, mais aussi et surtout réhabiliter les infrastructures du CHU, y compris refaire le réseau électrique et bien entendu les VRD de conduit d'eau pour que nous ayons un CHU relativement restauré. Ce sont des acquis. Pour mieux apprécier, nous allons avoir, au regard de tous les engagements, quels ont été les acquis, ce qui a été acquis, ce qui est en cours d'acquisition et ce qui n'a pas été acquis. Je vous rappelle donc, au regard du travail de sensibilisation, au regard de la couverture vaccinale, au regard de l'amélioration du plateau technique, on a déjà 3 acquis. L'ouverture des hôpitaux. Les autres hôpitaux, l'engagement était pris de faire en sorte que nous puissions en achever au moins 2 par année. Cette année, il a été retenu l'hôpital général de Ouesso, dans la Sanga, l'hôpital général de Sibiti, dans la Lekoumou. Les équipes, vous avez suivi le président de la République lors de son séjour dans la Sanga, visiter cet hôpital dont les travaux devraient déjà démarrer. Ensuite, nous avons la réforme hospitalière avec la réactivation de tous les districts sanitaires. Près de 45 districts sanitaires sur toute l'étendue du territoire national sont en pleine réhabilitation, en pleine harmonisation pour leur permettre de garantir les soins à nos populations. La réforme hospitalière, oui, un travail, c'est en cours, mener une réflexion pour réformer tout le système de santé, par exemple, pour que les nouveaux hôpitaux généraux ne subissent pas le sort du CHU, qui est devenu comme un hôpital de base, parce que géré comme des hôpitaux ordinaires, il est prévu une grande réforme qui permettra à ces hôpitaux de garantir leur qualité par une gestion hospitalière qui soit différente de la gestion de tous nos hôpitaux généraux. En cours d'acquisition, c'est l'assurance maladie. Oui, au niveau de l'assurance maladie, nous avons commencé et on est en train maintenant d'évaluer les formations sanitaires parce que lorsque va être mis en place le mécanisme d'assurance maladie, il faut qu'il y ait des formations sanitaires qui répondent aux critères de fonctionnement d'une assurance maladie. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait avec l'enrôlement biométrique des assurés, qui devrait commencer sous peu, après toute l'étude de préfiguration qui a été faite. Voilà. Donc, c'est peut-être cela qui est en cours d'acquisition, ainsi que la poursuite des travaux d'achèvement des 2 hôpitaux généraux. Et la confiance du Congolais dans son système sanitaire. Le Congo continue d'évacuer ses grands malades vers l'étranger. Beaucoup de personnalités politiques importantes ont suivi ce chemin. Est-ce à dire que notre système de santé local ne répond pas encore, ne répond toujours pas aux critères de confiance qu'il faut? Vous boudez. Ma première question avait été de savoir comment vous portez. C'était pas une insinuation de quoi que ce soit, mais c'était aussi une manière de dire vous êtes rentré de France il y a 2-3 semaines. Est-ce que ça n'était pas aussi subrepticement pour aller faire son petit check-up et puis voilà revenir ici à la douce? Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, oui. Nous comprenons effectivement la difficulté, la peine qu'éprouvent les Congolais lorsqu'ils voient nos hôpitaux et ils se disent, il y a comme une sorte de crise de confiance et vous avez eu le temps de le dire. Alors, j'ai besoin de nous dire d'abord une chose. La première raison qui faisait que nous puissions évacuer systématiquement nos compatriotes à l'étranger, c'était un grave déficit d'imagerie médicale. La difficulté qu'on avait de faire un scanner ici, lorsqu'on est attaqué, il n'y en avait presque pas dans nos hôpitaux. Jusqu'à une certaine période. Ce n'est que vers les années 2010 que nous avons commencé à voir quelques scanners dans certains hôpitaux, y compris dans les privés. Le manque de ce qu'on appelle l'IRM, l'imagerie à résonance magnétique. Aujourd'hui, ça va être chose faite. Tout comme bien d'autres équipements qui sont fonctionnels dans les hôpitaux de Djiri, de Patra, à l'hôpital Idut Lissi Bongo, Ondiba, à Oyo. L'autre chose, c'est l'expertise médicale. Les médecins, les professeurs, ainsi de suite,
quoique étant de grande expertise, mais c'est dans la mentalité du Congolais. Il n'a toujours pas tout à fait confiance parfois à son propre produit, y compris à son compatriote. Et on a toujours tendance à penser que ailleurs, c'est mieux. C'est pas impossible, ils ont plus d'expérience que nous, ils ont un plateau plus performant qu'ils expérimentent depuis bien longtemps. Nous, on est en train de commencer. Et c'est pour cette raison que nous mettons un accent particulier sur le capital humain, la formation des médecins. Ceux-là que nous avons formés à Cuba, près de 245 sont rentrés, et tous les autres personnels médicaux que nous avons. Donc, oui, on peut dire que jusqu'aujourd'hui, le Congolais n'a pas encore tout à fait confiance à son système médical, mais au regard de ce que je viens de vous dire, on peut penser que nous sommes en cours d'acquisition de cette confiance des Congolais sur leur système de santé. Au regard de toutes ces données aussi, nous pouvons en conclure que la pandémie de Covid-19 au Congo est terminée. Depuis que nous avons arrêté avec les mesures barrières, depuis qu'on a levé l'état d'urgence, nous n'avons pas encore enregistré de décès. Voilà, nous n'avons pas encore enregistré de cas. On peut supposer que, effectivement, la pandémie a été maîtrisée. C'est une des grandes avancées du gouvernement s'agissant de cette bataille. Mais cette avancée souffre aussi d'une petite atténuation des faits, Monsieur le Premier ministre, lorsqu'on voit que dans tous les autres pays, y compris autour de nous, la tendance a été la même. Je veux dire, il n'y a pas eu de pic extraordinaire du nombre d'infectés, du nombre de décès. Donc, ce qui veut dire que il n'y a rien de particulier que le Congo ait fait pour endiguer cette tendance. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de penser d'une chose lorsqu'on l'a réussi qu'elle était banale. Voilà, c'est ça. Et moi, je vous comprends. C'est comme l'air. On ne se rend compte de son importance que lorsqu'on en est privé. Maintenant que nous respirons, on se dit, oh, ce n'est rien du tout. Mais je voudrais vous rappeler que le Congo, comme certains d'autres pays d'Afrique, était parmi ceux qu'on vouait à l'apocalypse. On disait qu'ils ne vont pas tenir. Et vous avez bien vu que autour de nous, il y en a qui ont eu des situations plus dramatiques que les nôtres. Mais comme l'effet, peut-être pas escompté, prédit, n'est pas celui que nous avons connu pour les Congolais, ce n'était rien. Le Congo n'a fait aucun effort supplémentaire. Alors, si nous n'avons fait aucun effort supplémentaire, l'investissement que nous avons réalisé nous sert aujourd'hui. Vous voyez, les jeunes experts, les automates que nous avons dans les différents hôpitaux. Je vous ai parlé des structures de soins intensifs que nous avons améliorées. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'acquis. Voilà. Monsieur le Premier ministre, parlons justement du Covid. Oui, effectivement, nous avons vu toute votre implication à mettre en place ces stratégies qui ont permis aujourd'hui au Congo d'être épargné, quasiment épargné de cette maladie, notamment au niveau de la couverture vaccinale et de la prise en charge des malades. Mais il y a quand même une préoccupation au niveau international qui reproche au Congo d'avoir mal géré le fonds Covid. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Premier ministre? Nous avons suivi la polémique, ce n'est pas encore le débat, parce que nous n'avons pas encore été interpellés sur la question. On a lu les rapports. Je rappelle simplement que le gouvernement a géré la pandémie dans le cadre d'un dispositif bien encadré, en passant par l'état d'urgence. Et la Constitution définit les modalités d'exercice d'un état d'urgence, depuis son institution jusqu'à la fin. Et les lois sur l'état d'urgence font obligation au gouvernement de produire un rapport. Le rapport est élaboré. Il va être présenté au Parlement. Il a même été soumis aussi à un cabinet privé. Et à partir de ce moment, lorsque ce rapport sera présenté, sera rendu public, comme nous l'exige la Constitution et la loi sur l'état d'urgence, les Congolais verront si les fonds Covid ont été mal gérés. Et s'il est établi au travers de ce rapport que les fonds Covid ont été mal gérés, nous avons une obligation de redevabilité, de responsabilité, et nous prendrons les dispositions qui s'imposent pour que
ceux qui pourraient être présumés auteurs ou coupables de malfaçon rendent compte et répondent de leur mégestion. Revenons un petit peu sur le plateau technique de nos hôpitaux ici au Congo. Vous avez rassuré tout à l'heure de ce que le grand travail a été abattu pour que le Congo soit confiant de son système sanitaire. Il se poursuit. Il se poursuit. Non, il se poursuit. D'accord. Un travail a été amorcé et il se poursuit J'ai une pour petite rétablir question. cette confiance. Une petite question pour garantir cette réponse. Est-ce que vous, Monsieur le Premier ministre, vous vous soignez, vous faites soigner ici au Congo? Bien sûr, si, Marie. Et votre gouvernement aussi? Oui, bien sûr, régulièrement. Cela n'empêche pas quelqu'un qui se retrouverait à un endroit où il estime qu'il peut renforcer. Comme je l'ai dit, même ici, madame, il vous arrive d'aller dans un laboratoire médical, vous avez les résultats, et que le médecin vous oriente dans un deuxième laboratoire médical pour conforter les résultats. Donc, c'est ce qui peut faire à ce que quelqu'un qui se soigne régulièrement ici, lorsqu'il se trouve en Europe, psychologiquement se disant qu'il y a peut-être meilleurs soins, il y a peut-être d'autres investigations qui peuvent être menées dans tes laboratoires, dont il peut être plus sûr du résultat que ce qu'il a déjà, qu'il puisse le faire. Mais n'empêche que lorsque nous sommes tous malades, mais nous nous rendons dans nos hôpitaux, ce sont les mêmes médecins qui nous consultent. Sans doute que si je ne vais pas systématiquement dans un centre de santé intégré, si je ne vais pas systématiquement au CHU, le médecin se fera plaisir de venir me consulter à la maison. Ce sera le même médecin. Il me prescrira une série d'examens à faire. Je ne les enverrai pas en France. Je ne les enverrai pas, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, au Maroc ou partout ailleurs. Je vais les faire dans les mêmes laboratoires. Visitez les hôpitaux. Visitez les laboratoires. Vous verrez si vos dirigeants ne fréquentent pas ces établissements, plutôt que de rester dans les a priori. Et qu'en est-il à propos du cancer? C'est l'une des raisons des évacuations. Et vous le savez déjà, au niveau des établissements comme Djeri, Patra, le travail qui va être fait à partir de ce moment, c'est renforcer le plateau technique. On vous l'avait déjà dit que les hôpitaux de Djeri, de Patra par exemple, ont été rendus opérationnels après 60% de réalisation. Il y avait un déficit de 40%. Et les 40% prennent en compte les plateaux pour la prise en charge, par exemple, des pathologies comme le cancer. Voilà. Et donc, c'est ce qui doit être fait cette année, en même temps que nous allons poursuivre les travaux d'achèvement des deux autres hôpitaux, comme je l'ai dit, de Ouesso et de Sibiti. Nous allons remettre à niveau les hôpitaux de Djeri et de Patra pour permettre la prise en charge de la dialyse, du cancer dans notre pays.
C'était la première bataille.